Bonjour. Donc, comme je vous l'avais dit, on va se retrouver aujourd'hui pour le cours et le sujet sera alcène, alcyne. On va démarrer, hein, je vais présenter rapidement les propriétés physiques des alcènes et des alcynes et ensuite les propriétés réactionnelles des alcènes. Et ce ne sera pas pour aujourd'hui, on n'aura pas fini et on continuera par la suite avec les propriétés réactionnelles des alcynes. Alors, on revient au début, hein, puisqu'on avait commencé notre cours avec les alcanes. Vous vous souvenez, ça fait déjà hop là, quelques mois. Et maintenant, on revient à des composés qui sont semblables, c'est-à-dire des alcènes et des alcynes. Donc, ils font partie des hydrocarbures, mais ces hydrocarbures-là ont une particularité, c'est qu'ils sont insaturés, puisque les alcènes renferment une double liaison et les alcynes une liaison triple. Donc, pour un nombre d'atomes de carbone donné, leurs structures vont posséder ainsi moins d'atomes d'hydrogène que celles d'un alcane. Donc, par exemple, pour un alcane, on avait la formule CnH2n plus 2. Ça, c'était pour un alcane. Un alcène, on va avoir du CnH2n. Donc ici, on est sur un alcène. Et pour l'alcyne, bien entendu, puisqu'on a des liaisons triples, CnH2n-2. Ça, c'est la quantité d'hydrogène par rapport au carbone pour un alcyne. Voilà. Alors, puisque les alcènes et les alcynes ne sont constitués que de liaisons de type covalente non polaire, il n'y a pas réellement de différence d'électronégativité à ce niveau-là, mais surtout que si les molécules sont symétriques, leurs propriétés physiques sont semblables à celles des alcanes. C'est-à-dire que ce sont des molécules non polaires et elles sont insolubles dans les solvants de type polaire, tels que l'eau. Ça va? C'est vraiment le type de solvant polaire proprement dit. Donc ils flottent à la surface de l'eau. Et pourquoi ils flottent? Parce qu'ils ont une densité, une masse volumique qui est inférieure à celle de l'eau. Bien entendu, ils sont bien solubles dans quelque chose, dans les solvants de type non polaire, donc comme du cyclohexane, ou des solvants faiblement polaires. Voilà, vous savez bien que je vais assez vite pour les propriétés physiques. Maintenant, on va s'intéresser en fait aux caractéristiques électroniques de ces liaisons au niveau des alcènes et des alcynes. Alors, une liaison double, donc c'est une liaison carbone, d'accord? Donc c'est une liaison carbone-carbone, c'est un alcène. Ils sont composés d'une liaison de type sigma, vous vous souvenez, donc la liaison sigma, si je dessine un atome de carbone et un second, les liaisons sigma, c'est celles qui sont comme ceci dans l'axe. Bien entendu, il y en a deux qui vont là. Voilà. Et d'une liaison pi. Alors, les liaisons pi, elles ne sont plus en fait dans l'axe de la liaison, donc ça c'est des liaisons de type sigma. Et les liaisons pi, elles sont en fait perpendiculaires comme ceci. Voilà. Et on va avoir... Alors, j'en dessine deux parce qu'en fait, c'est la même orbitale. D'accord? Donc ça, c'est une liaison de type pi. Donc, on voit qu'elles ne sont plus dans l'axe. Bien entendu, une liaison triple, on va avoir une liaison sigma plus deux liaisons pi qui sera à 90 degrés, qui sera en fait normal par rapport au plan de l'écran. Donc, on a deux électrons d'une liaison sigma, ils sont localisés entre les noyaux des deux atomes de carbone, donc dans un axe internucléaire. Donc ici, j'ai mes deux électrons de partage. Pour leur part, les électrons de liaison pi sont situés en périphérie, soit de part et d'autre d'un plan défini par les liaisons sigma.
Donc ici, on pourrait dire que nos électrons, on en a ici et ici pour la liaison pi, par exemple. Ces électrons pi sont globalement plus éloignés du noyau des atomes et donc moins bien retenus par l'attraction du noyau, et donc ils sont plus disponibles et ils seront un peu plus réactionnels. La liaison pi peut donc donner ces électrons et donc agir à un titre de nucléophile. C'est plus ou moins comme ça qu'on va l'avoir. Donc, hop, j'espère que ça va aller. Ouais, la liaison pi, c'est une liaison de type nucléophile. D'accord? Alors, c'est ce qu'on va voir. Ici, on a une autre façon de visionner nos liaisons. On va comparer la liaison triple de la liaison double. Alors, la liaison double, on dit qu'elle adopte une géométrie de type triangulaire plane, c'est-à-dire qu'une double liaison est dans un plan. Dans le plan de votre feuille, on va retrouver nos 2 atomes de carbone ainsi que les 4 atomes d'hydrogène. Ils sont vraiment dans le plan. Et elle est de type triangulaire parce qu'en fait, ça forme, vous voyez, des angles de 120 degrés pour la liaison carbone-hydrogène ainsi que hydrogène-hydrogène. Au niveau de la liaison triple, elle est plane, mais elle est de type linéaire. D'accord? Et on a un angle de liaison de 180 degrés. Si elle est linéaire, ça semble logique. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est regarder la densité électronique. Donc plus c'est rouge, et plus la concentration, la densité en électrons sera importante. Alors on peut voir par exemple qu'entre le carbone et l'hydrogène, on a une densité électronique légèrement plus importante, c'est où on a le plus de probabilité de trouver les électrons qui forment la liaison. Mais on voit qu'au niveau de la liaison double, on a une densité électronique, donc je vais l'entourer ici, qui est relativement importante. Au niveau de la triple liaison, le rouge est beaucoup plus intense et on a une densité électronique qui est encore nettement plus marquée. On peut également remarquer que la distance entre les deux électrons de carbone, les deux atomes de carbone est de 134 picomètres pour un alcène et de 121 picomètres pour un alcyne. Donc voilà. Ce qui est important de retenir ici, c'est que la liaison pi des alcènes et des alcynes peut donner ces électrons et donc agir à titre de nucléophile. Et c'est là-dessus qu'on va démarrer la partie sur les réactions des alcènes. Donc on avait vu que nos amis les alcanes, eux, ils étaient très peu réactionnels. Oui. Donc ici, ça va quand même commencer à aller nettement mieux. Donc les alcènes peuvent subir une multitude de transformations en raison de la grande disponibilité, il ne faut pas exagérer non plus, des électrons de leur liaison pi. Alors, on va voir 2 types de réactions. Nous, le troisième type, il ne sera pas vraiment abordé dans ce cours-ci. On va avoir des réactions d'addition et des réactions d'oxydation. On pourra un peu parler des réactions de polymérisation, mais ça ne fait pas réellement partie du cours cette année. Alors, comment on va présenter une réaction d'addition? On a un alcène, comme ceci, voilà, et je vais le faire réagir avec une molécule que je vais diviser en 2 parties, AB. On verra ce que représente cette molécule et qu'est-ce qu'on peut appeler une molécule de type AB par la suite. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Je vais additionner, c'est le but, et obtenir une molécule comme ceci. D'un côté, je vais avoir
la partie A de la molécule et de l'autre, j'aurai additionné la partie B de la molécule. Donc voilà une façon générale de montrer que ma réaction est une réaction d'addition. Donc de façon générale, dans ce type de réaction, un réactif de type AB va s'additionner sur l'alcène pour donner un produit saturé ne possédant plus que des liaisons simples, puisque c'est la double liaison qui est venue réagir et donc on a perdu cette fameuse liaison pi. Chaque partie du réactif, chaque partie A et B du réactif va se lier respectivement à 2 carbones de la liaison double du substrat. Le bilan de la réaction consiste donc en la rupture de la liaison pi de l'alcène et de la liaison sigma du réactif. Attention, on ne casse pas la liaison pi de notre alcène, la liaison sigma de notre alcène. Et on va créer 2 nouvelles liaisons de type sigma. C'est cette liaison-ci. Je cherche mon stylet. Voilà. Celle-ci, c'est une liaison sigma. Et on a l'autre qui est une liaison sigma également. On voit bien qu'on a en fait cassé cette liaison-ci. Ça va? Hop, voilà. Alors, comment cette réaction va avoir lieu? Je vais l'expliquer avec un petit schéma, ce sera nettement plus simple. En fait, on a besoin d'un réactif, donc voilà. Je vais reprendre mon alcène, que voici, et je vais lui mettre différents substituants. Donc ici, on va avoir R, R', R seconde et R tierce. Ça veut dire que c'est tout et n'importe quoi, même des hydrogènes, hein, il n'y a pas de problème. Et j'ai mon composé AB qui va réagir. Alors, on a dit que les alcènes peuvent réaliser des réactions de type nucléophile. Donc, en fait, c'est l'alcène, c'est la double liaison qui va venir attaquer une partie de la molécule AB. Et pour ce faire, il faut qu'au niveau de ma molécule AB, j'ai une différence de charge. Par exemple, j'ai un côté qui est delta plus, bien entendu, l'autre côté sera delta moins. À ce moment-là, j'ai la double liaison qui va venir attaquer la partie de la molécule qui est légèrement positive, qui a un delta plus, comme ceci, hop là. Et, bien entendu, la liaison entre AB revient sur B, et on va obtenir ce qu'on appelle un carbocation. Donc, je vais redessiner calmement ma molécule. Alors, qu'importe où je mets R', R tiers, c'est R, R' et R seconde et R tierce. Et j'ai ici A qui est venu se fixer. Alors, on voit bien que sur mon deuxième carbone, il me manque une liaison. Donc, en fait, j'ai une charge positive à ce niveau-ci. Mais également, il me reste une autre partie de la molécule. Il me reste B, qui lui n'a pas encore réagi et il possède 2 électrons. Il est négatif. On voit tout de suite ce qui va se passer pour l'étape suivante. En fait, le côté l'anion B va venir réagir sur le carbone positif,
Cet intermédiaire, ça porte le nom de carbocation. Donc on voit aussi qu'il va être question de stabilité de cette charge positive, de ce cation-là. Et ensuite, on va avoir une étape rapide pour former le produit escompté. Comme ceci, et G, A et B qui se sont additionnés avec rupture de la liaison pi. Voilà, ça c'est la vue générale. Maintenant, on va regarder en fait des cas particuliers. Et qu'est-ce qui pourrait correspondre à AB? Ben, tout simplement une hydrohalogénation, c'est-à-dire des acides tels que HCl, HBr ou, dans une moindre mesure, HI. Donc, on a de façon générale notre alcène. On va lui présenter, on va le faire avec HBr, HBr. Et qu'est-ce que l'on va obtenir? On va obtenir du alors H. Oh, j'ai oublié de le mettre en vert. Vous savez quoi? Ici, on va partir avec des hydrogènes. Vous comprendrez mieux par la suite. Donc ici, j'ai mes deux hydrogènes qui étaient déjà sur la molécule. J'ai introduit mon troisième hydrogène. La première étape est la formation du carbocation. Donc, j'ai bien ma charge positive à ce niveau-ci. Et il me reste également du Br- qui n'a pas encore réagi comme ceci. Donc le Br-, il est entouré de 8 électrons. Alors, il me manque plusieurs choses. Je n'ai pas dessiné mes flèches. Voilà. Donc, c'est la double liaison qui vient attaquer l'hydrogène. Et le brome, lui, à l'origine, il a ces trois paires libres comme ceci. Et il y a la quatrième qui arrive. Alors, l'étape suivante, c'est le brome qui va venir attaquer le carbocation. Et on va obtenir le produit final, à savoir notre alcane, notre halogénoalcane, comme ceci. Br. Donc c'est-à-dire un CH3, CH2, Br. Voilà pour cette addition d'acides sur un alcène. J'ai pris... oh là, je vais laisser plein de place, moi. J'ai pris l'exemple d'un alcène qui est symétrique. Alors, bien entendu, vous avez quelques petits exercices à faire. Donc, je vous demanderai de compléter les réactions suivantes en écrivant la structure des produits. Vous pouvez, par exemple, pour celui-ci, dessiner le schéma réactionnel. Pour bien le mémoriser. Alors, on arrive dans la problématique, c'est à savoir si on a, que se passe-t-il, qu'obtient-on si on utilise un alcène de type asymétrique? En fait, on va dessiner ce qui peut se passer et on va un peu regarder le résultat de tout ça.
Je regarde ce que j'ai laissé comme place et ce que j'ai. Voilà, ça va. Donc, c'est parti. Je vais dessiner mon alcène. Donc, je vais prendre un autre type d'alcène, comme ceci. Donc ça, c'est du propène. Et vous êtes d'accord qu'il est asymétrique. C'est-à-dire que on a le côté gauche de d'un côté de la molécule, on a un groupement CH3, de l'autre côté, pas. Je vais le faire réagir avec HBr, toujours. Ce coup-ci, je vais pas mettre de couleur. Et qu'est-ce qu'on peut obtenir? Deux choses. En fait, l'hydrogène peut venir attaquer à deux endroits. L'hydrogène, enfin la double liaison pourra former accepter l'hydrogène sur ce carbone-ci ou sur celui-ci. Donc l'hydrogène, je vais le mettre, je vais l'entourer ici comme ceci. Donc je dessine ce que je peux obtenir. Voilà, on va le mettre comme ceci. Et de l'autre côté, je vais avoir CH, CH, Br. Plus, je peux obtenir l'opposé, c'est-à-dire que le brome va venir sur le carbone. Non, le brome il est en bleu. Le brome va venir sur le carbone qui porte le CH3, tandis que l'hydrogène va aller sur l'autre carbone. Voilà. Vous êtes d'accord que ces deux molécules sont différentes? Ce sont des isomères de position, donc ils ont des structures différentes par rapport à la position de l'atome de brome. Il est situé en position 1 ou en position 2. Donc, si par exemple, je veux lui donner un nom, ici on aura du 1 bromopropène, et de l'autre côté, je vais avoir du 2 bromopropène. Bromopropène. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel produit va-t-on obtenir. 50-50, 90-10, même pas. On va avoir, en fait, c'est assez amusant, on va avoir 5% de 1 bromopropène et 95% de 2 bromopropène. Comment expliquer cette différence qui est énorme? En fait, tout va se jouer sur l'idée du carbocation et on va former le produit qui contient le carbocation le plus stable. Donc, on va dessiner les deux voies de synthèse. Donc, on va les dessiner comme ceci. CH3, CH, CH2, plus HBr. Et je vais faire les deux voies de synthèse. On va avoir la voie A, donc on prend le train, et la voie B. Ouais, c'est souvent voie 1, 2, 3, c'est pas des lettres. Donc, je vais additionner mon hydrogène. Donc l'hydrogène peut venir sur CH à ce niveau-ci. Et je vais avoir ici alors un CH2 avec une charge positive. De l'autre côté, je vais avoir CH3. CH, ma charge positive. CH2, H. J'ai pour tous les deux du brome.
Donc je vais quand même faire, parce que, hop, et hop, ça va. Donc maintenant, je vais former le produit résultant. Donc je vais avoir du CH3, CH, CH2. Moi, je dessine comme ça hein, pour les mettre en évidence. Hein. Ou sinon, je peux mettre le brome de façon linéaire. Hein. Ça ne change rien à l'histoire. Alors, je vais mettre mon hydrogène comme ceci et comme ceci. Alors, on a combien? Ben, le 2-bromopropène, vous voyez, on a 95%. Et le 1-bromopropène, on a 5%. La raison, elle est dessinée ici sur l'écran. En fait, c'est l'histoire de notre ami le carbocation. Donc on voit ici qu'il est terminal et ici, il est central dans la molécule. C'est-à-dire que par la voie B, le carbocation est beaucoup plus stable. Donc, on peut noter que le carbocation est plus stable. Pourquoi? Ben, souvenez-vous, c'est toujours, c'est souvent la même chose. Si je redessine un groupement CH3, donc j'ai un carbone avec mes hydrogènes, souvenez-vous, mon carbone est légèrement delta-. La raison est que oh, on voit rien. J'ai changé de couleur. La raison est que l'électronégativité de l'hydrogène, c'est 2,1, celui du carbone, c'est 2,5. Donc, mon carbone est légèrement delta-. Ce qui va, donc ici, on a un petit delta-, qui va stabiliser ma charge positive. Et ici, on a aussi un petit delta-. Donc, on a le carbocation qui est nettement mieux stabilisé parce qu'il est entouré de deux carbones qui sont légèrement enrichis en électrons. Pour l'autre, ben, qu'est-ce qu'on a? On a en fait une stabilisation de la charge positive que d'un côté. Donc, la charge positive sera moins stabilisée. On peut le voir sur un graphique au niveau d'énergie potentielle. On voit bien que l'énergie du carbocation isopropyle, celui-ci, est beaucoup plus basse. Donc, pour que la réaction ait lieu, il faut moins d'énergie. Donc, elle va avoir lieu nettement plus souvent. Alors, ben, voilà, si on a compris ça, que l'isomère le plus fréquent, c'est celui qui permet de mieux substituer, de mieux stabiliser la charge positive, ben, il n'y a pas vraiment de règle. Ou sinon, il y a la règle de Markovnikov. Alors, la règle de Markovnikov, c'est que il y a plusieurs façons de la voir. Personnellement, je ne la retiens que très rarement. Règle de Markovnikov, c'est que l'atome d'hydrogène va sur le carbone le moins substitué. C'est une façon de retenir. Personnellement, je la retiens dans l'autre sens. Je me dis que le carbocation va toujours sur le carbone le plus substitué.
Donc c'est une autre façon de le voir. Ou alors donc le carbocation se situe sur le carbone le plus substitué. Voilà. Il ne faut pas oublier de savoir qui va se fixer en premier dans AB. En fait, c'est toujours l'élément le moins électronégatif. Donc celui qui est delta plus, c'est celui qui va être attaqué par la double liaison, par la liaison pi, puisqu'elle est riche en électrons, donc elle va attaquer le delta plus sur la molécule. Il ne faut pas oublier que c'est une réaction nucléophile, donc elle va attaquer l'électrophile. Alors, vous avez ici une série de réactions, et à chaque fois, donnez-moi le produit majoritaire obtenu au cours de ces différentes réactions. Vous voyez, c'est chaque fois avec des acides. Alors, on va poursuivre la leçon avec la réaction. Ici, on va être chaque fois sur du Markovnikov, non Markovnikov, et on va faire une réaction d'hydratation, c'est-à-dire que on va faire réagir un alcène avec de l'eau en milieu acide. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va déjà écrire. Alors, ici, je vais partir sur un alcène symétrique et je vais le faire réagir avec H2O et les conditions de la réaction, c'est en milieu acide, c'est avec du H2SO4. Alors, je vais faire quelque chose, ce sera plus compréhensible. Et on va mettre celui-là en rouge. Voilà. Les couleurs sont importantes dans cette réaction. Je dessine, je prépare à dessiner, qu'est-ce que je vais obtenir? Un alcool, hein. Ça semble relativement logique. Mais la surprise, c'est que l'hydrogène, il provient du H2SO4. Et le groupement OH provient de l'eau. Comment ça se fait? Parce que H2SO4, qu'est-ce que c'est? C'est des H+. Et la double liaison, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va en fait attaquer le H+. Je vais le dessiner ici, allez, je vais vous faire le mécanisme. On va avoir formation d'un carbocation, comme ce 1, excusez-moi. Voilà, on va avoir formation d'un carbocation, ici. Et à ce moment-là, l'eau est un léger nucléophile, l'eau va venir attaquer ceci et on va obtenir du CH2COO comme ceci, et ici j'ai mon hydrogène. Ensuite, je vais avoir un hydrogène qui va partir comme ceci, et j'aurai finalement ma molécule finale qui est ici. Donc voilà, le mécanisme n'est pas vraiment important à connaître, mais normalement je ne voulais pas vous le montrer, mais je l'ai fait. Donc ce qui est important à savoir, c'est que cette réaction est de type Markovnikov. Donc les hydratations en milieu acide, c'est de type
Markovnikov. Donc ça suit cette règle-là, Markovnikov. Voilà, pour l'hydratation en milieu acide. Ah ben c'était écrit en dessous. Donc, je vous demanderai d'écrire la structure du produit majoritaire lors des réactions du 2-éthylbutane. Ici, vous pouvez laisser tomber le E, ça va, du 3-méthylX3N et des deux autres molécules avec de l'eau en milieu acide. Alors, je regarde ce qu'il me reste. On va encore en faire une et puis on arrêtera la vidéo là. On continuera la semaine prochaine quand on se verra en classe. Donc, en fait, les deux premiers types de réactions qu'on a vus étaient des Markovnikov. C'est intéressant d'obtenir en fait des réactions qui sont anti-Markovnikov. Alors, ici, on ne va pas voir le mécanisme, mais il faudra juste retenir que la réaction d'hydroboration-oxydation, c'est vraiment un nom relativement long, est une réaction de type Markovnikov. Donc, c'est le professeur Herbert Charles Brown, vous voyez, qui est né en 1912, qui a découvert en fait la réaction d'hydroboration-oxydation quand il travaillait sur l'atome de bore. C'est une réaction d'addition électrophile qui va mener à la formation d'un alcool. Hein, vous savez maintenant qu'à partir des alcools, on peut faire beaucoup de composés différents, mais pour laquelle le produit majoritaire est le produit inverse de celui respectant la règle de Markovnikov. On dit que c'est un produit de type anti-Markovnikov. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va avoir? Vous vous souvenez, le carbocation, donc où se situe le OH, théoriquement, il devrait être sur le carbone le plus substitué. Le carbone le plus substitué étant celui-ci, puisqu'il est porteur d'un groupement carboné. Donc ça, c'est le produit de type Markovnikov. Si maintenant, on fait la réaction d'hydroboration, d'accord, donc c'est avec de l'hydrure, du borohydrure, hein, BH3, ça s'appelle du borohydrure. Si on fait la réaction du borohydrure et ensuite on utilise H2O2, c'est de l'eau oxygénée, hein, c'est son nom, en milieu basique, on va obtenir, vous le voyez, principalement, à raison de 98%, un produit de type Markovnikov. Qu'est-ce qui est intéressant? En fait, c'est qu'on a réussi, avec cette réaction, à mettre un groupement OH sur la partie terminale d'un alcane. Donc en fait, on a un alcool terminal et par exemple, si on l'oxyde, on pourrait obtenir une aldéhyde ou un acide carboxylique. D'accord? Donc c'est important de pouvoir faire ces deux types de réactions. Tandis qu'avec une hydratation, comme on a présenté tout à l'heure, qui est le moyen d'obtenir, après il y a d'autres moyens d'obtenir un alcool, on remarque que là on va obtenir le produit substitué, le produit majoritaire de Markovnikov. Donc voilà, la formation d'alcool à partir d'un alcène, on peut on peut faire une réaction de type Markovnikov avec une réaction d'hydratation ou une réaction de type anti-Markovnikov avec une réaction d'hydroboration-oxydation. Et pour terminer, je vous propose ces deux exercices. Donc, vous devez m'écrire la structure du substrat. Laissez tomber que c'est en 2 dimensions. C'est-à-dire me dessiner la structure du produit de départ. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu ici un alcool terminal. Et pour celui-ci, à vous de me le dire. Et également,
est-ce que c'était obligatoire d'utiliser euh, la réaction de hydroboration oxydation? Eh ben, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et ben, je te souhaite courage pour les petits exercices et on corrigera tout ça. On aura une séance de correction la fois prochaine puisqu'on avait les exercices récapitulatifs à terminer, à corriger, plus cette séance-ci. Donc, ben, bon travail et à jeudi prochain.